Notre invité ce soir, je vous le disais en titre, Monsieur Jacques Chirac, président du RPR. Alors la rentrée des classes est dans quelques jours, Monsieur Chirac. La rentrée politique, elle, a commencé bel et bien. Ce week-end à Bordeaux, on a cru comprendre que certains souhaitaient vous voir être candidat à la prochaine élection présidentielle. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure si vous le souhaitez. Je voudrais, sur ce thème de la rentrée des classes, rentrée sociale, que vous nous disiez quand même par rapport aux bons chiffres finalement qui ont été divulgués ces dernières semaines, bons chiffres du chômage qui ne progresse plus, qui stagne, bons chiffres de la croissance également. Est-ce que vous considérez que les choses sont en train de s'éclaircir? Il y a incontestablement des signes positifs dans notre économie et dont on voit une traduction en particulier en matière d'emploi. Alors c'est un début, j'espère qu'il y aura une suite plus importante. Vous croyez que cette reprise est au fond durable ou les choses ne peuvent que s'améliorer ou ça peut être un petit sursaut et sans lendemain? Très difficile de porter un jugement parce que les mécanismes internationaux sont relativement déréglés. Mais je ne suis pas pessimiste. Je pense que normalement, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en Allemagne, on devrait pouvoir bénéficier de la reprise qui existe dans ces pays et nous devrions y trouver aussi notre compte. Alors, croissance un petit peu meilleure qu'on l'espérait, un climat qui est aussi un petit peu plus optimiste. Comment faire, au fond, pour qu'il y ait encore une amélioration des chiffres du chômage, c'est-à-dire qu'on puisse créer des emplois? Là, je crois que le problème de cette rentrée, et à quelques jours de la rentrée des classes, c'est de voir un peu dans la situation que nous connaissons, qui est une situation de crise sociale, avec l'amélioration économique que vous évoquiez, comment on peut restaurer ou rétablir un véritable contrat social dans notre pays. Ça passe naturellement par une amélioration de l'emploi et théoriquement un emploi pour chacun, ce qui est un objectif, hélas, lointain. Et ça passe par une amélioration de la situation du logement, de la famille, de la santé, de la vieillesse, de l'éducation, c'est-à-dire toutes les préoccupations qui sont celles de nos concitoyens. Et il y a, avec un peu d'imagination, des solutions concrètes à apporter à ces différents problèmes. Alors, faites preuve d'imagination sur l'emploi. Comment peut-on créer C'est pour l'emploi. La reprise à laquelle vous faites allusion n'est évidemment pas suffisante pour améliorer elle-même la situation de l'emploi. On le voit d'ailleurs, puisque la situation à cet égard des jeunes continue à se dégrader. Ce qui est nécessaire, c'est d'une part, me semble-t-il, de créer une situation qui encourage les entreprises à créer davantage d'emplois. Le gouvernement a commencé. Il y a d'autres choses à faire dans ce domaine, notamment pour ce qui concerne la réduction des charges qui pèsent sur le travail. L'emploi est devenu trop rare pour qu'il soit écrasé par des charges. Il y a d'autre part toute l'exploitation des emplois, des besoins nouveaux qui ne sont pas satisfaits. Quand je propose par exemple que chaque chef de famille puisse déduire de ses revenus imposables et donc de ses impôts les sommes qu'il verse lorsqu'il embauche une personne pour s'occuper d'un enfant, d'une personne âgée, d'une personne handicapée, c'est coûteux, mais c'est beaucoup moins cher que de payer des chômeurs. Et c'est un moyen de créer des emplois et d'ailleurs d'améliorer les conditions de vie. Il y a aussi le transfert d'un certain nombre de dépenses qui sont purement d'indemnisation, donc un peu passives, en dépenses plus actives. Je prends un exemple. Nous avons beaucoup de cadres au chômage. Je vois à Paris, par exemple, un nombre important de cadres au chômage et qui voudraient travailler. Et il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de payer un cadre et qui pourtant en auraient besoin pour se développer, pour développer leur activité. Eh bien, il y a des solutions à trouver à ce genre de problème pour peu qu'on veuille le faire. Étant entendu que le cadre peut être payé à la fois par l'entreprise et par l'UNEDIC. Il y a des solutions à tous les problèmes. Monsieur Chirac, est-ce que vous pourriez nous donner des réponses très précises sur des questions que se posent tous les Français? Prenons par exemple les 35 heures, la réduction du temps de travail, est-ce que vous y êtes favorable? J'ai souvent eu l'occasion de dire, et j'ai d'ailleurs écrit, qu'il ne fallait repousser aucune solution. Mais je ne crois pas que la réduction du temps de travail soit une réponse au problème de l'emploi. Je ne crois pas. Sauf dans des cas précis, particuliers, avec des expériences voulues, auxquelles alors je suis favorable. Sur l'abaissement des charges des entreprises, vous disiez tout à l'heure donc qu'elles étaient éventuellement souhaitables, mais beaucoup reprochent aux entrepreneurs
on leur abaisse les charges, mais ils ne créent pas véritablement d'emplois. Est-ce qu'il faut contractualiser en quelque sorte, essayer d'avoir un contrat qui soit écrit entre les entreprises et le gouvernement? J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce point, je l'ai même écrit dans un petit livre que vous avez à côté de vous, mais je crois que ce n'est pas cela le problème. Je disais simplement tout à l'heure, et nous ne pouvons pas entrer dans le détail, que le chômage, l'emploi est rare aujourd'hui, hélas, dans notre société. Nous avons en gros 5 millions de personnes qui sont exclues du monde du travail et qui donc créent une société où il y a des privilégiés et ceux qui ne le sont pas. C'est trop rare le travail pour être taxé de façon excessive. Et donc il faut moins le taxer. Après le reste, ce sont des modalités. Mais j'évoquais un autre problème que soulevait à l'instant Alain Chapeau et qui est celui du logement. On parle des problèmes qui préoccupent les Français. Celui du logement aussi est un problème assez dramatique. Nous avons aujourd'hui dans notre pays 7 à 800 000 sans domicile fixe et plus de 2 millions de personnes qui sont mal logées. Généralement, on ne s'en préoccupe que l'hiver, ça. On a remarqué quand les situations sont catastrophiques, on les oublie un peu le reste de l'année, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est même, hélas, trop vrai. Même s'il y a des initiatives et des mesures qui sont prises, notamment par la ville de Paris. Mais ce qui serait plus important, c'est de modifier notre système de construction et de financement du logement pour reconnaître à chacun un droit à être logé. C'est pour l'effort financier que nous faisons, on pourrait reconnaître à chacun un droit à être logé. Je prendrai 2 exemples. Beaucoup de Français voudraient accéder à la propriété. Ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas leur prêter d'argent ou parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir rembourser à cause de la crainte de l'emploi, éventuellement de la dissociation de la famille. Il faut aujourd'hui créer un nouveau type de prêt adapté à cette situation, qui n'est pas celle du temps où on a créé nos systèmes de financement, et qui fasse en sorte que lorsqu'il y a un accident dans les revenus de celui qui a emprunté pour être propriétaire, reporte automatiquement les échéances. C'est un système qui n'est pas coûteux et qui permettrait de relancer la construction individuelle et aussi de dégager la pression faite par ces gens qui, du coup, vont dans les logements sociaux locatifs où ne peuvent plus entrer les plus démunis que l'on retrouve comme SDF. De la même façon, aujourd'hui, les locataires dans les logements sociaux, très souvent ne peuvent, ou ailleurs, ne peuvent plus payer parce que tout d'un coup, ils sont au chômage. Et donc là encore, il faut trouver des idées nouvelles, il faut faire un fonds qui garantisse le paiement des loyers lorsqu'il y a un accident. Et on a toutes les possibilités de le faire. En clair, j'aurai l'occasion d'ailleurs prochainement de prendre des initiatives à Paris et de faire des propositions. On peut donner à chacun son droit au logement. Je voulais savoir, visiblement, vous développez un programme que vous avez ébauché dans quelques propositions. Dans votre livre. Qui nous parle ce soir? Est-ce que c'est le maire de Paris? Est-ce que c'est le président du RPR? Ou est-ce que c'est le candidat à la prochaine élection présidentielle? C'est Jacques Chirac qui vous parle, appuyé sur une certaine... Qui est Jacques Chirac? Qui est appuyé sur une certaine expérience. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Appuyé sur une certaine expérience, notamment mon expérience de maire de Paris. Mais ces problèmes sont des problèmes auxquels on peut apporter des solutions, à condition d'avoir un peu d'imagination et un peu de détermination. Monsieur Chirac, je ne suis pas le seul à me poser la question. Je voudrais vous donner un aperçu de la presse française que vous avez sans doute lu. Oui, je me permets de vous dire que je l'ai lu et que... Toute la presse française parle donc de la stratégie présidentielle de Jacques Chirac. Pourquoi finalement, je vais les remontrer, voilà. Voilà le Parisien, Chirac, c'est parti. Présidentielle, l'offensive Chirac. Le journal Le Monde de ce soir, M. Chirac perturbe la stratégie présidentielle de M. Balladur. Pourquoi finalement, alors que tout le monde se dit mais il va y aller, pourquoi vous ne le dites pas? Si vous me demandez pourquoi je suis engagé déjà depuis un certain temps dans un débat qui va s'amplifier et qui a lieu naturellement à la veille d'une présidentielle, et qui concerne la façon de gouverner la France demain, la vision qu'on peut avoir de notre pays, de notre peuple, et la façon de résoudre ces problèmes, ce que j'essayais, semble-t-il, sans capter votre intérêt tout à fait, de faire sur quelques sujets, je vous dirais oui. Je suis candidat
à ce débat. Je l'ai engagé et j'y tiendrai ma place. Si vous me parlez de candidature à l'élection présidentielle, je vous répondrai, cher monsieur, que c'est une question tout à fait prématurée. Et d'ailleurs, si j'en crois... Tout le monde en parle, monsieur Chirac. Et d'ailleurs, si j'en crois ce que je lis dans la presse, moi aussi, j'observe dans les sondages qu'une très grande majorité de Français considèrent que ce n'est pas un sujet d'actualité. Je trouve qu'ils ont raison. Cela dit, quand on élabore un programme, c'est pour soi, c'est pas pour les autres. On ressent bien que là, vous avez donné quelques pistes à la fois sur l'emploi. Vous avez publié un livre, on en parlait tout à l'heure. Il paraît qu'il va y avoir un second tome qui va être publié. Le programme, on le fait pour soi, pas pour un autre, non? Je crois que le moment est venu d'essayer de réhabiliter le politique. Vous savez, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé depuis 15, 20 ans, 25 ans, on s'aperçoit que la responsabilité du politique dans notre pays s'est considérablement affaiblie. Le politique a été un peu marginalisé. C'est le jeu de nos institutions qui a voulu cela, plus exactement la façon dont on les a appliquées. Et on a donné de plus en plus de pouvoir aux techniciens. Je crois qu'on a eu tort. C'est très bien quand tout va bien, ce genre de système, mais lorsque les choses vont mal, ce qui est aujourd'hui le cas, lorsqu'il y a crise, il faut de l'imagination, il faut de la volonté, il faut être un politique, il faut avoir un sens politique. Il faut sentir et comprendre ce que veulent les Français, quels sont leurs véritables problèmes. Et donc, chacun doit s'efforcer de réfléchir. Je réfléchis, je fais des propositions, je participe à un grand débat. Personne ne peut contester qu'il y a une crise en France, qu'il faudra bien en sortir d'une façon ou d'une autre. Monsieur Chirac, et donc je participe à ce débat. Jusque dans votre propre parti, des personnes se sont quand même exprimées ce week-end. Je voudrais qu'on revoie la façon précisément dont on a compté les points, et vous restez bien évidemment avec nous. D'abord de votre côté, pour ceux qui vous encouragent à vous présenter, mais ceux qui, dans la majorité, se considèrent peut-être un peu plus proches d'Édouard Balladur. Ils ont en quelque sorte riposté, Carole Caumont et Jean-Baptiste Prédaly. Les Chiraciens ont ouvert la partie ce week-end. Alain Juppé puis Philippe Séguin, deux pièces maîtresses du RPR, clairement engagées derrière Jacques Chirac. Édouard Balladur, lui, dispose déjà d'une parade depuis de longs mois, avec, dans son jeu, Nicolas Sarkozy, totalement acquis au Premier ministre, et François Léotard, qui entraîne derrière lui le parti républicain, principale composante de l'UDF. Au gouvernement, Simone Veil et les centristes ont eux aussi clairement choisi leur côté de l'échiquier. Mais dans le même gouvernement, quelques-uns, comme Jacques Toubon, venus du RPR, continuent de faire partie du camp Chirac. Avec eux, à l'Assemblée nationale, le président du groupe néo-gaulliste, Bernard Pons, chargé de maintenir la cohésion des troupes. Une cohésion déjà fortement mise à mal par Patrick Devedjian, qui soutient ouvertement Édouard Balladur et qui s'apprête même à réunir prochainement une quarantaine de députés RPR autour d'un déjeuner. La partie vient donc de s'engager et divise jusqu'à ceux qui ont toujours partagé les mêmes idées. Gérard Longuet, par exemple, a résolument choisi Édouard Balladur. Tandis qu'Alain Madelin pense plutôt du côté de Jacques Chirac. Enfin, hors échiquier, mais tout disposé à jouer les arbitres, il y a Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur. La partie est prévue en 8 mois, le nombre de coups est illimité. Est-ce que vous vous fixez, monsieur Chirac, un calendrier, et quel est-il pour les mois qui viennent ? Vous aurez probablement l'occasion de le voir. Pour le moment, je le répète, je continue à essayer de réfléchir et de proposer aux Français des solutions à leurs problèmes. J'espère que cela les intéressera. Merci beaucoup, monsieur Chirac, d'avoir été notre invité. Les destins en